Avez-vous déjà eu une blessure physique? Une coupure, une fracture, une brûlure? Dans ces cas-là, vous savez exactement quoi faire: désinfecter, bander, consulter un médecin si nécessaire. Mais que faites-vous quand vous êtes blessé émotionnellement? Quand vous subissez un rejet, un échec, une humiliation ou une perte? La vérité, c'est que nous avons tous appris à soigner notre corps, mais presque personne ne nous a appris à soigner notre esprit. Résultat? Nous laissons des blessures invisibles s'aggraver, nous accumulons stress, anxiété et doute, et nous nous empêchons d'avancer. Dans « Premier secours émotionnel », le psychologue Guy Winch nous donne une méthode claire et concrète pour traiter ces blessures mentales avant qu'elles ne deviennent chroniques. Ce livre est un véritable manuel de survie pour votre bien-être mental et émotionnel. En regardant cette vidéo, vous apprendrez comment identifier et guérir les blessures émotionnelles les plus courantes. Pourquoi certaines douleurs psychologiques persistent et comment les surmonter. Des stratégies pratiques pour renforcer votre résilience face aux échecs et aux critiques. Comment améliorer votre bien-être personnel et professionnel en prenant soin de votre santé mentale. Imaginez un instant ce que cela changerait dans votre vie: moins de stress, plus de confiance, une meilleure gestion des émotions et des décisions plus éclairées. Si vous voulez arrêter de subir vos émotions et apprendre à les maîtriser pour devenir plus fort mentalement, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Entrepreneur en lecture. Ici, chaque résumé de livre vous donne des outils concrets pour améliorer votre mindset, votre carrière et votre vie. Prêt à découvrir les premiers secours émotionnels? C'est parti. Résumé du livre « Premier secours émotionnel » du Dr Guy Winch. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce livre? Guérir les blessures émotionnelles et améliorer la santé psychologique à l'aide de stratégies fondées sur la science. Maximiser le bonheur et booster votre énergie après des expériences sombres. Vous apprendrez 1. Comment faire face au rejet. 2. Façon de surmonter la culpabilité et l'échec. 3. Les meilleures techniques pour guérir la douleur psychologique. 4. Les avantages de la réflexion profonde. Chapitre 1. Le rejet est un sentiment familier pour la plupart, mais il est plus profond, à la fois mentalement et physiquement. Le rejet est le sentiment d'être inadéquat et indésirable. C'est un sentiment fréquemment ressenti dans nos vies en grandissant. Nous rencontrons le rejet lors des entretiens d'embauche, des rendez-vous de jeu, des béguins pour chiots et du fait de ne pas être choisi pour faire du sport. Et la situation s'aggrave à mesure que nous vieillissons. Nous sommes confrontés à toute une série de rejets lorsque nous interagissons avec un groupe beaucoup plus large de personnes. Voir le rejet comme une possibilité aide à atténuer la douleur qu'il cause. Le rejet a un grand effet émotionnel sur le destinataire, suscitant une telle douleur qu'il provoque de la colère, obscurcit son jugement, érode son sentiment d'appartenance et réduit son estime de soi. Le rejet crée 4 blessures psychologiques distinctes. Douleur émotionnelle. Souvent, elle est émotionnelle mais se manifeste par une douleur physique. Des études ont montré que les parties du cerveau qui enregistrent la douleur physique et émotionnelle du rejet sont les mêmes. La douleur freine la logique et réduit la capacité de prendre des décisions rationnelles. La colère et l'agressivité. Le rejet suscite ces émotions, qui nous amèneront à nous en prendre à ceux qui nous ont rejetés. Même les personnes les plus douces le montreront lors du rejet. Perte de l'estime de soi. Le rejet peut nuire considérablement à l'estime de soi et faire en sorte que le destinataire se sente indigne de connexion humaine ou d'amour. Cela se traduit par une baisse de confiance et aura une grande influence sur l'éthique de travail et la performance de l'individu. Un manque de sentiment d'appartenance. La douleur causée par le rejet trouve sa racine dans notre besoin d'appartenir à un groupe, à une personne, à une idée ou à une philosophie. Une fois que nous sommes rejetés, nous perdons notre sentiment d'appartenance, ce qui se traduit par la douleur que nous ressentons.
Pour traiter le rejet et la douleur qu'il provoque, nous devons créer des contre-arguments à la douleur que nous ressentons. Au lieu de conclure que nous sommes le problème, nous devons rationaliser que la raison du rejet pourrait être quelque chose sur lequel nous n'avions aucun contrôle et passer à autre chose, que ce soit dans une relation, au travail, lors d'une réunion sociale ou autre. Cherchez des explications pour interpréter l'aiguillon du rejet, il ne s'agit pas toujours de vous. Chapitre 2. La solitude est un sentiment étrange d'être seul même lorsque nous sommes entourés de notre famille et d'amis. La solitude est un sentiment de dépression résultant du fait d'être seul ou de ne pas avoir de compagnon. C'est le sentiment béant que nous ressentons lorsque nous sommes éloignés de nos liens humains, ou du moins de ceux que nous désirons vraiment. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons le pouvoir de joindre plusieurs personnes simultanément en cliquant sur un bouton ou en glissant un écran, mais il y a une augmentation de la solitude. Se sentir seul n'est pas la même chose qu'être seul, mais de nombreuses personnes vivent seules, 27% de la population américaine est composée de ménages d'une seule personne. Il y a plus de cas de personnes seules qui vivent avec leur conjoint ou avec leur famille. La solitude ne dépend pas du nombre de connexions humaines, mais de la qualité subjective de ces connexions. Une personne peut avoir un solide système de soutien amical, mais aspirer à une relation amoureuse. Par conséquent, ils se sentent seuls malgré le fait qu'ils aient des amis. La solitude n'est pas une question de quantité d'interactions humaines, mais de leur qualité subjective. La solitude conduit à des pensées suicidaires, à la dépression clinique, à l'hostilité et à de mauvaises habitudes de sommeil. Il provoque de l'hypertension artérielle et un taux de cholestérol élevé. Il affecte également l'immunité en raison de la libération d'hormones de stress. La solitude est contagieuse. On dit que ceux qui ont été en contact avec des personnes seules développent eux-mêmes la solitude. Indépendamment de ce danger évident, la solitude est aujourd'hui largement ignorée. Les effets de la solitude sur la santé mentale sont nombreux. Mais il y a 3 domaines principaux qui l'endommagent. Idée fausse douloureuse, lorsque nous ressentons de la solitude, nous avons tendance à sombrer dans un cycle d'introspection, en nous blâmant d'être exclus ou abandonnés. Prophéties autodestructrices, la solitude nous pousse également à créer de fausses prédictions pour notre avenir, celles où nous finissons par être seuls, et c'est de notre faute. Muscles relationnels atrophiés, parce que nous avons déjà résolu que la solitude que nous ressentons est de notre faute, nous refusons de nous engager dans tout type d'effort de construction de relations. Pour soigner les blessures psychologiques causées par la solitude, il faut d'abord lutter contre le pessimisme. Le pessimisme est une croyance générale que de mauvaises choses vont arriver. Dans ce cas, on finira par se sentir seul, peu importe à quel point on essaie. Cet état d'esprit doit être arrêté et corrigé. Nous devons être prêts à changer notre état d'esprit pour vaincre la solitude. Chapitre 3. Nous vivons des événements traumatisants au cours de notre vie, l'un des plus profonds étant la perte. Le traumatisme est une blessure émotionnelle qui entraîne des lésions psychologiques. C'est souvent l'effet d'un événement très dommageable, peut-être même physique, mais la réplique est principalement mentale. La perte peut entraîner un traumatisme, en particulier la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui nous est très cher. Le traumatisme et la perte sont judicieusement placés ensemble dans ce chapitre parce qu'ils partagent un lien étroit, l'un causant l'autre dans une sorte de cycle sans fin. Le traumatisme et la perte sont des jumeaux siamois. Pour guérir d'un traumatisme, vous devez réconcilier ce qui a été perdu. Le traumatisme de la perte a 4 effets principaux. Vie interrompue, le traumatisme peut empêcher une personne de se réintégrer dans la société. Après s'être remis d'un traumatisme physique et de la douleur, faire face à un traumatisme émotionnel entrave généralement toute normalité pour l'individu. Identité interrompue, le traumatisme peut effacer l'identité d'une personne et l'amener à traverser la vie sans savoir qui elle était, son but dans la vie. Croyance interrompue, lorsqu'ils subissent un traumatisme, ils perdent la foi et la croyance en eux-mêmes et sombrent dans la dépression car ils sont devenus déséquilibrés. Relation interrompue,
certains traumatismes sont associés aux relations, surtout si l'individu a été dans de nombreuses relations qui ont été fortement traumatisantes et ont rendu impossible la formation de nouvelles. Il y a des mesures à prendre pour traiter les blessures psychologiques causées par la perte et le traumatisme. Ces étapes doivent être délibérées car la perte et le traumatisme sont beaucoup plus profonds que les autres blessures émotionnelles. Tout d'abord, vous devez apaiser vos douleurs émotionnelles. Cette douleur que vous ressentez à la suite du traumatisme est à la fois à vous et à vous. Vous devez être votre propre thérapeute et vous donner une conclusion. Si vous êtes traumatisé, il serait injuste de vous imposer plus de pression émotionnelle, vous devez apprendre à vous guérir du traumatisme. Deuxièmement, récupérer les parties de nous-mêmes que nous avons perdues, ces parties de notre esprit qui auraient pu être fermées en raison du traumatisme et de la douleur qui y sont associées. Enfin, nous devons faire de notre mieux pour trouver un sens à la tragédie. Il nous apportera une fermeture bien nécessaire si nous donnons un sens aux choses tragiques que nous avons vécues. Chapitre 4. La culpabilité est la preuve d'une conscience fonctionnelle, mais elle peut persister, grandir et devenir un poids sur vos épaules. La culpabilité est le sentiment de responsabilité d'un acte répréhensible, la conscience ou le sentiment d'avoir mal agi. Et l'arrière-goût de faire quelque chose de mal est le signe d'une conscience en bon état de fonctionnement. La culpabilité est assez courante car nous sommes enclins à faire des erreurs dans nos efforts quotidiens. Cela peut être une chose lourde, provoquant une sorte de lourdeur qui continue à nous juger. Des études estiment que les gens ressentent environ 2 heures par jour de culpabilité légère, 5 heures par semaine de culpabilité modérée et 3h30 par mois de culpabilité grave. Dans certains cas, les sentiments de culpabilité persistent pendant des années, voire des décennies. La culpabilité nous rappelle que nous avons fait quelque chose de mal, la preuve d'une conscience active. La culpabilité est une boussole morale ou du moins un rappel lorsque nous faisons la mauvaise chose. Mais lorsqu'elle persiste, la culpabilité peut causer de graves dommages psychologiques, dont certains sont préjudiciables à long terme. Cela devient généralement du dégoût de soi et de l'autocondamnation, où l'individu se dénigre constamment et juge sévèrement ses actions ou ses erreurs. Relation bloquée, la culpabilité rend la connexion à un autre être humain de plus en plus difficile parce que les individus se jugent et se critiquent constamment. Il n'y a pas de place pour les amis, la famille ou les amants dans un esprit consumé par la culpabilité. Pour traiter les blessures psychologiques infligées par une quantité malsaine de culpabilité, vous devez d'abord aborder la situation comme vous le feriez pour quelqu'un que vous aimez et pour qui vous voulez le meilleur. Lorsque vous avez l'impression d'avoir fait du tort à quelqu'un, pratiquez l'acte de vous excuser correctement. Ne vous contentez pas de passer sous silence les excuses. Soyez réfléchi en soulignant tout ce que vous pensez avoir fait de mal et reconnaissez les sentiments blessés de la personne. Pour éviter la puanteur de la culpabilité qui persiste même après avoir réparé le tort, vous devez apprendre à vous excuser correctement. Il est également important de se pardonner, nous n'hésitons pas à nous blesser et à nous offenser, et nous devons être prêts à nous pardonner aussi. Si nous ne pouvons pas nous pardonner, nous ne grandirons pas et ne serons pas libérés de la culpabilité. Le saviez-vous? Le cerveau ne ressent pas la douleur. Bien qu'il soit l'interprète de la douleur, le cerveau lui-même n'a pas de nerfs sensibles à la douleur. Seules les structures qui entourent le cerveau ressentent la douleur. Une fois à l'intérieur du cerveau, les chirurgiens peuvent opérer le cerveau sans anesthésie. Chapitre 5. La réflexion profonde peut être bénéfique pour notre santé mentale, mais laisser les pensées s'envenimer peut être nocif. La rumination est l'acte d'une pensée ou d'une considération profonde, d'une pensée cyclique négative, d'une inquiétude ou d'une rumination persistante et récurrente. Il est normal d'être pris dans ces pensées. L'une des façons pour les humains de prendre des décisions éclairées est la pensée réfléchie. Mais cela peut être déformé, transformé en quelque chose de sombre qui nargue constamment l'individu. Parfois, nous réfléchissons trop longtemps et trop profondément aux mauvaises choses, et cela finit par nous damner.
La rumination est étrangement mortelle et peut causer des dommages irréparables si elle n'est pas contrôlée. La ramification de la rumination comprend ce qui suit. Exagérer notre misère. Lorsque nous nous concentrons trop sur les malheurs de notre vie, nous pourrions, dans le processus, faire une montagne d'une taupinière. Inflation de la colère. Il s'agit d'une condition où chaque réponse émotionnelle est gonflée ou exagérée. Cela se produit parce que nous passons trop de temps à y penser. Fuite cognitive. La rumination concentre tellement d'énergie sur des pensées aléatoires qu'elle conduit à une réduction massive des ressources intellectuelles. Lorsque l'on concentre plus d'énergie sur la méditation, il ne reste plus grand-chose pour un travail mental important. Relations tendues avec la famille et les proches. Les relations souffrent grandement lorsque les individus se perdent dans l'habitude de méditer parce qu'ils seraient trop obsédés par la rumination et donc incapables d'établir des liens. La première étape pour traiter les blessures psychologiques de la rumination est de changer de perspective. Au lieu de ruminer sur les aspects négatifs, vous pouvez essayer d'occuper votre esprit avec des pensées positives. Et si cela ne fonctionne pas, il est peut-être temps que vous arrêtiez complètement de contempler et que vous trouviez quelque chose pour vous en distraire, de façon permanente. Concentrez-vous sur des pensées plus positives et ayez une meilleure opinion de vous-même et de votre situation. Chapitre 6. L'échec hante même les esprits les plus sûrs d'eux. Il est donc important d'accepter son inévitabilité. L'échec est une condition dans laquelle une personne n'atteint pas un objectif souhaitable ou visé. Cela nous laisse un goût amer dans la bouche, surtout lorsqu'il y avait un investissement tangible pour réussir. L'échec est assez courant, mais toujours aussi dommageable en raison de rêves non réalisés ou non résolus. L'échec fait que les individus les plus qualifiés et les plus compétents se vautrent dans l'apitoiement sur eux-mêmes et les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Il n'est pas nécessaire que ce soit un échec colossal, il peut s'agir de petits empilés les uns sur les autres, brisant la volonté même d'essayer. La peur de l'échec est un adversaire puissant, et même si elle ne persiste pas, l'échec peut toujours avoir un coup de poing. Voici quelques-uns des effets psychologiques de l'échec. Diminution de l'estime de soi. Lorsque l'on est constamment bombardé de souvenirs d'échecs, il y a peu de chances qu'il leur reste de la confiance. Passivité et impuissance. Laisser l'échec vous consumer n'est pas seulement risqué, c'est malsain car cela peut amener une personne à se sentir impuissante et dormante. Pression de la performance. Parce que le sentiment d'échec a consumé l'individu, il s'attend toujours à échouer. Pour gérer correctement les effets de l'échec, nous devons d'abord être gentils avec nous-mêmes, et au lieu de nous juger sévèrement, nous devrions renforcer notre confiance et essayer d'apprendre de ces échecs. Tout le monde fait des erreurs. Ce qui diffère, c'est comment et ce que nous apprenons de ces erreurs. Une autre façon de se traiter des maux des échecs est de se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. Il est plus rentable de se concentrer sur les choses qui sont en notre pouvoir. Et il est conseillé d'arrêter de s'inquiéter ou de se blâmer et de se concentrer davantage sur ce que nous pouvons contrôler. Il est également essentiel que vous preniez la responsabilité de vos échecs. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous ferons des erreurs, et nous devons accepter que ce n'est pas de notre faute, c'est une incitation à faire mieux. Et comme vous acceptez votre tendance à faire des erreurs, vous devez trouver des moyens de vous distraire de l'anxiété de performer à des niveaux optimaux. Abordez chaque tâche sans avoir l'impression de devoir l'accomplir du premier coup, et vous trouverez la paix face à la tension de l'échec. Nous négligeons souvent nos blessures psychologiques jusqu'à ce qu'elles deviennent suffisamment graves pour nuire à notre fonctionnement. Guy Winch. Chapitre 7. L'érosion de l'estime de soi est souvent le résultat d'une tolérance continue à des pensées et des habitudes autodestructrices. Une faible estime de soi résulte d'un barrage continu de rejet, d'une exposition prolongée à la solitude, d'un rétablissement tardif après une perte et un traumatisme, d'une culpabilité intentionnellement nourrie et d'une rumination gratuite. Un individu en proie au sentiment de rejet connaîtra une érosion de l'estime de soi. Il est assez dangereux d'avoir une faible estime de soi, car cela rend même les individus les plus talentueux impuissants.
Une faible estime de soi est comparée à une voiture rapide sans carburant dans le réservoir, il peut courir vite dans un bon jour, mais pas aujourd'hui. Les dommages psychologiques dus à une faible estime de soi sont beaucoup plus profonds que tout autre dommage. Cela alimente les doutes de l'individu sur lui-même et ses capacités et procède à l'usure de tout semblant de confiance qui reste. Parmi les blessures infligées par la présence d'une faible estime de soi, il y a les principales blessures. Ego affaibli, une faible estime de soi provoque une baisse de confiance qui se traduit par un ego affaibli. Cela signifie également que l'individu perd le sens de lui-même et souffre d'une baisse drastique de sa confiance. Incapacité à accepter les remarques positives, une personne dont le sens de soi est érodé aura beaucoup de mal à accepter un compliment ou une rétroaction positive. C'est parce qu'ils ne se sentent dignes ni de l'un ni de l'autre. Perte de pouvoir, une faible estime de soi peut entraîner un sentiment général de faiblesse, se manifestant souvent par une faiblesse physique et émotionnelle. Cette condition n'est pas terminale. Il peut être traité assez facilement si l'on est déterminé à aller mieux. Une façon de traiter les blessures psychologiques d'une faible estime de soi est d'adopter l'autocompassion. Ne soyez pas si dur avec vous-même, laissez-vous aller et célébrez vos petites victoires. Appréciez et célébrez vos petites victoires, ils sont les éléments constitutifs d'autres succès à l'avenir. Deuxièmement, au lieu de vous concentrer sur vos faiblesses et vos échecs, identifiez vos forces et affirmez-les, en vous améliorant au fur et à mesure. Et enfin, les compliments ne sont pas destinés à se moquer de vous, vous devez les voir comme des commentaires utiles que vous méritez vraiment. Vous faites déjà un excellent travail, ne vous privez pas de la satisfaction de le reconnaître, surtout lorsque d'autres le font. Acceptez-le, cela vous fera le plus grand bien. Conclusion. Ce n'est un secret pour personne que nous sommes confrontés à de nombreuses situations qui nous laisseront des cicatrices, des dommages et des changements, mais nous devons trouver un moyen de guérir et de passer à autre chose par nous-mêmes. En l'absence d'un médecin qualifié, nous devons soigner nous-mêmes nos blessures physiques. C'est ce qu'on appelle les premiers secours, c'est-à-dire un correctif jusqu'à ce qu'une aide professionnelle puisse être offerte. Pour chaque dommage émotionnel abordé dans ce livre, des solutions rapides sont adaptées pour faire face à chacun d'entre eux. Prenez votre vie en main dès aujourd'hui. Ne laissez pas une blessure émotionnelle vous garder inapte de façon permanente. La première étape pour guérir de la douleur émotionnelle est de pardonner et d'y aller doucement avec vous-même. Ce n'est pas de votre faute si vous avez été rejeté ou de toute autre expérience qui aurait pu vous déprimer émotionnellement. Lorsque nous nous accrochons au sentiment que nous ne méritons pas d'être acceptés, cela ne fait que pourrir notre estime de soi. Vous devez également être conscient que les pensées auxquelles vous vous adonnez peuvent soit vous aider à renforcer votre confiance, soit la détruire. La culpabilité est habituelle si vous vous êtes mal conduit ou si vous avez commis une infraction, mais lorsque vous la laissez mijoter et s'attarder, vous ne faites que vous blesser, physiquement et émotionnellement. La douleur émotionnelle est aussi forte que la douleur physique, ce qui vous amène parfois à avoir du mal à vous intégrer à la société. Il ne faut donc pas le négliger ou le tenir pour acquis. Vous devez reconnaître la relation entre votre santé mentale et physique aujourd'hui. Nous sautons l'isoloir parce que nous ne croyons pas que le candidat de notre choix puisse gagner. Guy Winch. Essayer cette méditation n'est pas facile pour tout le monde car il peut être difficile de se concentrer, mais prenez toujours le temps à la fin de chaque journée d'être calme et de calmer votre esprit pour le nettoyer de tous les soucis de la journée. Nous prenons soin de notre corps dès qu'il est blessé, mais combien de fois avons-nous laissé une blessure émotionnelle s'aggraver simplement parce que nous ne savions pas comment la traiter? Avec premier secours émotionnel, Guy Winch nous rappelle une vérité essentielle, notre santé mentale mérite autant d'attention que notre santé physique. Les échecs, les rejets, les doutes et les critiques font partie de la vie. Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués, c'est leur capacité à soigner ces blessures avant qu'elles ne deviennent un fardeau. Récapitulons ce que vous venez d'apprendre. Comment identifier et traiter les blessures émotionnelles courantes?
Pourquoi certaines douleurs psychologiques persistent et comment les surmonter? Des stratégies concrètes pour développer votre résilience face aux épreuves. Maintenant, posez-vous une question. Qu'allez-vous faire avec ces connaissances? Allez-vous continuer à ignorer vos blessures émotionnelles ou allez-vous appliquer ces techniques pour reprendre le contrôle? Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, faites-le savoir en laissant un like et en partageant votre réflexion en commentaire. Quel conseil de ce livre vous a le plus marqué? Et surtout, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne Entrepreneur en lecture. Ici, chaque résumé vous apporte des stratégies concrètes pour élever votre mindset, renforcer votre carrière et transformer votre quotidien. Notez ceci. Votre réussite commence avec un esprit fort et équilibré. Alors, à vous de jouer.